Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le dialogue national s'est ouvert hier au CICAD sous la houlette du président Macky Sall. Toutes les forces vives de la nation autour du chef de l'État pour trouver un consensus fort sur le calendrier électoral présidentiel. Un dialogue sans filtre sur les problèmes majeurs. Abu Dhabi accueille la 13e conférence de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Le Sénégal est représenté par son ministre Abdou Karim Fofana qui défend les intérêts dans les domaines de l'agriculture, la pêche et de l'économie numérique. Les cours en présentiel ont repris à l'université Cheikh Anta Diop de l'UCAD de Dakar depuis le 26 février. Par contre, le campus social reste toujours fermé. Ce sont les deux décisions du conseil académique. En ce temps de carême, focus sur le tribunal ecclésiastique de Thiès, créé en 2000 et qui s'étend jusqu'en Mauritanie. Ouverture hier après-midi à Diamniadio CICAD du dialogue national. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a convié les forces vives de la nation à des concertations sans tabou. Un rendez-vous majeur parce que le Sénégal est confronté à une situation inédite, lourde de menaces sur la paix, la sécurité et la stabilité. Le chef de l'État a par ailleurs réaffirmé son engagement à se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel. Le compte-rendu avec Aboubakry Kane. Le Centre international de conférence Abdou Diouf à l'honneur pour accueillir le dialogue national en prélude à la présidentielle de 2024. Le dialogue, une tradition bien sénégalaise où toutes les forces vives de la nation sont conviées pour la recherche d'un large consensus. Dans l'histoire des nations, il est des moments d'adversité politique auxquels il faut savoir mettre un terme par le dialogue et le consensus pour l'intérêt supérieur de la nation qui transcende les intérêts particuliers et partisans, sous peine d'aller vers des lendemains incertains. Un appel à l'union des forces pour un seul et unique objectif, l'invite à un sens des responsabilités, non sans rappeler un engagement solennel. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat et la fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. Après avoir reçu des candidats validés et d'autres recalés par le Conseil constitutionnel, le président de la République ouvre à travers cette rencontre de larges discussions dans un esprit d'ouverture pour des solutions partagées et le renforcement de la démocratie sénégalaise. Le dialogue et la concertation permettent justement de soigner ces fragilités et d'avancer dans la quête de l'idéal de démocratie. C'est ce que j'ai toujours choisi. Par le dialogue sincère, notre démocratie se renforcera. Et malgré la charge des épreuves, nous resterons ainsi dans le bon sens de l'histoire, celle des grandes nations qui sortent encore toujours plus fortes des épreuves qu'elles traversent. Dans le respect des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit, le chef de l'État de réaffirmer sa volonté de se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel et de les faire appliquer pour que le scrutin soit tenu dans les meilleurs délais. En convoquant ce dialogue, qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif: trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle, afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité, étant entendu qu'il se déroulera comme d'habitude
sous observation nationale et internationale. À travers ce dialogue et par les ressorts de la société sénégalaise, il s'agit pour le président Macky Sall de trouver les mécanismes appropriés pour garantir la continuité de l'État. Et dans son discours d'ouverture, le président Macky Sall a également émis sa volonté d'examiner dès ce mercredi en Conseil des ministres un projet de loi d'amnistie générale sur les faits relatifs aux événements de 2021 et 2023. C'est dans un esprit de réconciliation nationale pour surmonter les défis et assurer l'unité de tous les Sénégalais autour d'un idéal de paix et de stabilité. Voici le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, par leur vertu salutaire pour la nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de notre unité nationale, toute sensibilité confondue, et la préservation de l'état de droit et de la République. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. Vous venez d'écouter le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Les acteurs politiques sont en première ligne dans ce dialogue national. Après le discours du chef de l'État, les candidats validés et ces 10 spoliés ont exprimé leurs arguments au Marnienga. Les assises impulsées par le président de la République mettent en lumière un débat sincère portant sur une situation qui appelle des solutions de sortie de crise. Et puisqu'on est dans le cadre d'un dialogue, toutes les positions s'expriment. D'abord, celle qui émane, 2 candidats déjà validés. Notre coalition, la coalition John 2024, réitère son souhait qu'il n'y ait pas d'interruption du processus électoral, par respect du principe des droits acquis. Que faire, Monsieur le Président, des candidats qui sont aujourd'hui validés par le Conseil constitutionnel? Je pense qu'il est important que ceux qui sont validés puissent continuer dans le processus tel qu'en tout cas il est souhaité. C'est peut-être ce manque de précision qui a fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas avec les autres candidats. Si la chose avait été bien précisée, je pense que le consensus serait déjà obtenu. Cela ne veut pas dire que tout doit être fermé. Bien sûr, dans le respect d'abord des droits acquis. Il y a également, certainement, des ouvertures possibles. Et c'est le dialogue qui devra assister le chef de l'État sur les propositions à bâtir et à soumettre au Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, je peux témoigner que vous tenez au respect des institutions de la République, à la bonne marche des institutions. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, nous devons dialoguer. En ce qui me concerne, je suis un partisan acharné du dialogue, un partisan acharné de la paix. De ce point de vue, je salue cette initiative, position que je défends à vos côtés depuis longtemps. Deuxièmement, Monsieur le Président de la République, ma préoccupation, c'est surtout le pays. Nous devons aller vite aux élections, comme vous le dites, dans le respect des institutions, mais dans la paix.
la paix n'a pas de prix. Nous devons tous pouvoir échanger entre Sénégalais, discuter dans le respect des institutions, des lois et règlements, et voir aujourd'hui, tenant compte du contexte, quelle est la formule la plus appropriée pour aller aux élections en paix et à bonne date. Dans le débat agité, il y a ceux qui souhaitent la reprise de tout le processus, se sentant lésés par le système électoral. Nous avons parlé des clés USB au format illisible. 9 candidats éliminés parce qu'on n'a pas été en mesure de lire leurs clés USB. Est-ce que notre démocratie doit être résumée à de la bureautique? Nous avons également parlé, Monsieur le Président de la République, de régions entières où des parrains ont été supprimés. Nous avons également parlé de fichiers de candidats qui ont été parasités par des textes externes. Et nous avons parlé surtout de ces 900 000 Sénégalais dont nous avons les cartes électeurs et qui sont déclarés, quel que soit le motif d'ailleurs, qui sont déclarés électeurs non trouvés dans le fichier électoral. Nous pensons que le Sénégal a dépassé ce stade. Les avancées démocratiques acquises de haute lutte ont été rappelées durant cette séance. La conviction des acteurs politiques est que l'image du Sénégal ne saurait être écornée. Ce qui me fait le plus mal dans cette crise, c'est l'implication des médias étrangers et de certaines chancelleries. Il y a une radio internationale, quand elle parle de la crise au Sénégal, elle est comme une actionnaire majeure de la vie politique du Sénégal. Le président Macky Sall doit donner une date. On lui a donné un deadline le 2 avril. Qu'est-ce qu'il attend, etc. C'est toujours le flou au Sénégal. C'est incroyable comment ces gens pensent que le destin du Sénégal est entre leurs mains et c'est eux qui doivent le décider. C'est inacceptable. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à des patriotes, des gens qui ont lutté toute leur vie pour le Sénégal. Nous n'accepterons de diktat d'aucun pays du monde, y compris les pays qui prétendent être de grandes démocraties et qui nous ont fait une démonstration de leur capacité à utiliser leurs forces de défense et de sécurité dans leurs institutions pour faire valider le vote d'un président de la République. Ce sont ces mêmes pays qui nous disent que le vote de votre Assemblée nationale est illégitime. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui leur donne ce droit? Ces positions exprimées donnent sens à ce dialogue. Tous les avis seront pris en charge en vue de permettre au chef de l'État de fixer la date de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Puis les acteurs forces vives de la nation magnifient la tenue du dialogue national composé essentiellement d'acteurs politiques et économiques de la société civile également. Ils ont tous salué les discours du chef de l'État. Ils ont prié pour la paix au Sénégal et l'organisation d'une élection présidentielle apaisée. Nous les écoutons, ils sont au micro de Salou Seck. Je suis très content d'assister à cette réunion pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas tard de se parler. Je l'ai toujours dit, ce pays c'est un pays de dialogue. S'il y a des problèmes, depuis toujours ça se règle autour d'une table. C'est pour cela que lorsque M. le Président de la République a appelé les forces vives de la nation à assister à cette séance de discussion, moi en tant que membre du secteur privé et président de la Chambre de commerce de Dakar, nous avons dit que bravo, parce qu'il n'est pas tard. Le fait de poser le problème sur la table, on peut y avoir des solutions. Je demande à tout un chacun quand même de regarder le Sénégal. Nous avons certes des problèmes et ces problèmes ne sont pas insurmontables. C'est pour cela que nous, du secteur privé, nous avons intérêt à apaiser. Ce qui s'est passé, nous avons vraiment payé un lourd tribut. C'est la responsabilité de tous les acteurs de comprendre que le dialogue est consubstantiel à la démocratie. Et quand on est dans des moments d'impasse aussi graves, dans des moments aussi graves pour notre système démocratique et pour notre pays, moi je pense à cette jeunesse, je pense à ces populations qui souffrent au quotidien et dont les acteurs politiques doivent apporter des réponses. Mais si nous ne pouvons pas nous retrouver autour d'une table pour échanger, discuter, aller vers une confrontation de nos idées et de nos arguments par rapport à cette situation qui, quoi qu'on dise, est une situation d'une extrême gravité, c'est une première dans le système électoral sénégalais. Mais je pense que si on refuse de dialoguer, c'est la main tendue à des forces extérieures, c'est la main tendue
à des risques par rapport à la violence qui peut chahuter le développement de notre pays et nous n'y avons pas intérêt. C'est un discours qui aujourd'hui nous rassure. Parce que quand le président de la République nous dit, et puis d'ailleurs c'est des propos qu'il réitère, qu'il a déjà terminé son mandat et qu'au-delà du 2, il ne sera plus le président de la République. Donc je pense que c'est des propos qui nous rassurent. C'est des propos qui aujourd'hui montrent effectivement que nous avons un chef de l'État qui veut tout simplement organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Un chef de l'État qui ne veut pas aujourd'hui nous laisser un pays où en tout cas la sécurité est menacée, un pays qui est déchiré. Et là également je pense que nous en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons un rôle important à y jouer. Je suis rassuré par ces voix que j'ai entendues. J'ai entendu des hommes et des femmes qui aiment le Sénégal. J'ai écouté un président déterminé à positionner le Sénégal sur les voies de l'émergence, ce qu'il fait depuis 12 ans, mais un président qui est déterminé aussi à laisser ce pays entre de bonnes mains, mais surtout à laisser ce pays dans la stabilité, dans la prospérité, et un pays qui va effectuer une élection de façon apaisée. Et donc je sors de cette première séance, de cette première journée très rassuré, étant entendu que c'est des hommes et des femmes, comme je l'ai dit tantôt, qui sont des politiques parfois, et qui sont des religieux parfois, mais qui aiment le Sénégal de façon générale. Donc je suis convaincu que ces travaux vont permettre de trouver très rapidement la solution qui va nous permettre très rapidement aussi d'organiser une élection apaisée pour un Sénégal de paix comme on l'a toujours connu. Le Sénégal est un pays de tradition de dialogue et c'est important au vu de tout ce qui s'est passé que nous puissions nous retrouver autour de l'essentiel, parce que l'essentiel c'est le Sénégal. Et le président Macky Sall, ce n'est pas la première fois qu'il tend la main à toute la nation sénégalaise, ce n'est pas la première fois qu'il appelle les forces de la nation à se retrouver autour d'une table, parce que nous le savons tous, toutes les grandes crises ont trouvé des solutions autour d'une table. Aujourd'hui, tout le monde l'a constaté, il y a des candidats spoliés, il y a également d'autres candidats recalés qui ont décrié le processus électoral, qui ont décrié véritablement ce qui s'est passé durant le processus. Et c'était l'occasion aujourd'hui de pouvoir nous réunir autour d'une table et de voir les voies et moyens, comment arriver à des consensus forts qui nous permettraient véritablement d'aller à une élection présidentielle apaisée, une élection présidentielle transparente, une élection présidentielle inclusive, comme le souhaite le président, son Excellence Macky Sall. Et puis les médiateurs sociaux ont vivement salué la tenue du dialogue national. Ils appellent les forces vives de la nation à s'accorder sur l'essentiel, c'est-à-dire trouver un consensus aboutissant à une élection présidentielle apaisée également. Ils sont au micro de Dame Silla. Au peuple sénégalais, chers compatriotes, notre pays traverse des moments difficiles secoués par un vent de phénomènes non contrôlés menaçant la stabilité de notre pays. L'opportunité nous est donnée de nous concerter et d'échanger en tant qu'êtres humains responsables de nos actes, faits et gestes. Échangeons dans un dialogue de bonne intention, de confiance mutuelle. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais à cultiver la paix afin de recouvrer la concorde nationale. Chers citoyens, ayons le sens de la mesure d'une réflexion de ce qui nous arrive et de ce que nous sommes et de ce que nous vivons actuellement. Trouvons ensemble des solutions à nos problèmes. La situation socio-politique de notre pays nous inquiète tous. Le report des élections a certainement considérablement contribué à fragiliser notre stabilité sociale qui était déjà éprouvée depuis 2021. Il est attendu que ce dialogue propose des solutions viables et salutaires pour le bien de notre nation. Aujourd'hui, le monde entier nous observe. Le monde entier nous écoute. Le monde attend de voir comment le génie sénégalais parviendra encore une fois à éviter que notre barque ne coule. J'ai appris que dans l'adversité, on ne peut rien faire. Dans l'adversité, on ne peut rien faire. Et Maître Abdoulaye Wade nous l'a appris.
Qui vous diapé fi, qui diapé fi, boumbi day dok. Moi, personnellement, c'est avec lui que j'ai appris cette assertion. Sauvons notre pays. Aujourd'hui, l'image qu'on donne du Sénégal nous blesse, nous tous. Et je note avec beaucoup de satisfaction, Monsieur le Président de la République. Son Excellence, nous sommes témoins que vous avez posé beaucoup de gestes d'apaisement et ce dialogue initié le confirme. Aussi, Excellence, le peuple sénégalais a ses regards tournés vers vous et attend que vous le convoquiez aux urnes pour élire son prochain président, afin que ce dernier soit installé dans ses fonctions le plus tôt possible. Nous vous exhortons donc à agir dans ce sens, par considération de la volonté générale et pour la sauvegarde de la paix et la sérénité des citoyens qui vous tiennent à cœur. Nous avons une telle estime pour votre personne, une telle admiration pour la grandeur de vos réalisations à la tête de notre pays, que nous ne pouvons que vous inviter, Monsieur le Président, à rechercher comme le roi Salomon dans la Bible, qui dit la sagesse de Dieu lorsqu'il nous déclare « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence ». Que Dieu vous donne donc cette sagesse. Tous croyants, chefs de famille dans la mission de la chefferie, régulateurs de tensions dans les foyers, tous les chefs du village du Sénégal, en prélude à ce dialogue national, ont organisé des récitals du Saint-Coran dans les mosquées, organisé des séances de messe dans les églises, afin que l'élection présidentielle se tienne dans un calme, dans la sérénité. Nous sommes tous des frères et croyants en Dieu. Nous prenons pour une élection transparente dans la démocratie. Monsieur le Président de la République, le chef du village du Sénégal invite toutes les forces vives de faire encore prévaloir le génie légendaire sénégalais pour le choix constitutionnel d'une date de tenue de l'élection présidentielle 2024 dans le calme, la paix, dans le respect de notre devise, le Sénégal, un peuple, un but, une foi. Dialoguer, ce n'est pas se compromettre. Dialoguer, ce n'est pas abandonner ses convictions. Dialoguer, ce n'est pas se renier. Dialoguer, c'est gérer les antagonismes de manière apaisée, civilisée et intelligente, ce que des hommes et des femmes ici, libres, ayant toute la légitimité, ont décidé de venir faire. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous vous encourageons. Mais nous vous encourageons à poursuivre, à donner une chance à ceux qui ne sont pas venus, qui n'ont pas compris, qui sont là, qui traînent les pieds et qui voient aujourd'hui qu'ici, ce n'est pas un rendez-vous des dealers. Permettez-nous, aux bonnes volontés, d'avoir l'initiative d'aller leur faire venir. Voilà, donc c'était les temps forts de l'ouverture du dialogue national hier au CICAD à Diamniadio, sous l'égide du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Direction Abu Dhabi, je vous le disais, qui accueille la 13e conférence de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Le ministre du Sénégal, Abdou Karim Fofana, défend les intérêts du pays dans les domaines clés tels que l'agriculture, la pêche, l'économie numérique. Envoyés spéciaux à Papsi Didja et Kaltom Gueye. Des gratte-ciel à perte de vue, sous un temps ensoleillé, Abu Dhabi étale sa splendeur pour accueillir la 13e conférence des ministres du commerce de l'OMC. C'est ici, dans le centre des expositions, que les décideurs du monde entier vont se mobiliser pour la promotion d'un commerce mondial bénéfique à tous. Elle se réunit au moins une fois tous les 2 ans, véritablement pour prendre des décisions sur certains aspects véritablement des négociations. Et aussi pour prendre connaissance également des activités qui ont été menées, les activités de négociation, mais aussi les activités concernant le suivi et la mise en œuvre des accords et des décisions qui ont été négociés également ici à l'OMC.
C'est donc 164 pays membres de l'OMC qui se retrouvent ici à Abu Dhabi pour décider de l'avenir du commerce international. Le Sénégal ne sera pas en reste. Notre pays est venu avec des négociations en cours qu'il faut terminer. Entre autres, il faut noter la sortie des pays les moins avancés pour intégrer l'autre groupe des pays intermédiaires. Les négociations vont se poursuivre jusqu'à vendredi. Tout sera mis en œuvre pour que ces négociations puissent aboutir, car ces résultats-là pourront permettre un développement harmonieux du commerce international. Les attentes sont donc multiples pour cette 13e réunion. Cette conférence est très importante, c'est la 13e de l'Organisation mondiale du commerce et on espère avoir un certain nombre de résultats sur des sujets qui ont été en tout cas discutés après la 12e conférence ministérielle qui s'était tenue à Genève en juin 2022. Il y avait pas mal de sujets qui nous intéressent, nous surtout, le Sénégal, et pour lesquels peut-être nous espérons avoir des résultats dans le cadre de ces négociations. Les invités de taille à Abu Dhabi, 2 nouveaux pays intègrent l'Organisation mondiale du commerce, le Timor-Leste et les Comores. Et je voudrais vous rassurer de la disponibilité entière de mon gouvernement à poursuivre cet esprit de dialogue et de coopération dans le cadre de ce partenariat promoteur que nous venons de sceller ici à Abu Dhabi. L'ouverture de cette conférence a été présidée par son Excellence Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi, ministre du Commerce d'Abu Dhabi. Au cours de cette cérémonie, d'éminentes personnalités ont été distinguées. Pour la suite, les pays membres vont faire bloc pour l'atteinte de tous les objectifs de l'OMC. Voilà, donc le Sénégal à la 13e conférence de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Et puis, dans un instant, mesdames et messieurs, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Voilà, tout d'abord à Dakar avec l'université Cheikh Anta Diop l'UCAD qui rouvre ses portes après une pause de 8 mois pour les cours en présentiel. Cette reprise décidée par le conseil académique depuis le 26 février englobe donc toutes les composantes de l'UCAD. Par contre, le campus social reste fermé. C'est Seydina Alioune Fall. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a ouvert ses portes. Les activités ont repris. Après 8 mois d'absence, les étudiants se retrouvent. Les cours en présentiel ont repris dans les écoles, instituts et facultés. Le recteur étant actuellement hors du territoire national, nous nous sommes rapprochés de certains doyens de facultés pour faire le constat. Les étudiants sont bien présents, les enseignants sont également en place. Apparemment, la communauté avait hâte de reprendre donc, les activités en présentiel. Donc tout se passe pour l'instant dans de bonnes conditions. Toutes les années ont démarré, les premières années, les nouveaux bacheliers qui ont été orientés reprennent également à compter d'aujourd'hui. Alors ce qu'on a pris également comme mesure, c'est de permettre aux étudiants qui sont hors de Dakar, parce que le campus universitaire et le campus social étant toujours fermé, donc on a suggéré, en tout cas j'ai suggéré fortement aux collègues enseignants de poster les cours au niveau de la plateforme d'enseignement à distance de la faculté. Ça permettrait au moins aux étudiants qui pour l'instant n'ont pas de point de chute à Dakar, donc de disposer des supports et d'être plus ou moins au même niveau que ceux qui assistent aux cours en présentiel. Au moment où je vous parle, pour la FASEC, les évaluations sont faites aussi bien pour le premier semestre que pour le second semestre, pour le compte de l'année 2022-2023. Maintenant, pour l'année 2023-2024, qui vient de démarrer, alors là, on n'a pas encore commencé nos enseignements. Parce qu'il y a les nouveaux bacheliers qui sont là depuis quelque temps, mais du fait de la situation, on ne pouvait pas démarrer les cours. On avait envisagé de les faire à distance, mais puisque l'université a ouvert maintenant ses portes, nous pourrons faire les enseignements en présentiel avec la nouvelle cohorte de bacheliers ainsi que les autres étudiants de la FASEC.
Le campus pédagogique est ouvert, mais le campus social reste fermé. Les étudiants ont bon espoir qu'il sera ouvert d'ici quelques jours. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ne sont pas là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils habitent les villages et qu'ils habitent des coins reculés du Sénégal, donc des zones reculées. Et aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir parce que voilà, ils n'ont pas quelque part où loger. Mais que là, actuellement, donc en tout cas, si on voit les étudiants qui sont là, il y en a qui sont en train de faire cours comme il faut. Voilà, et d'autres sont dans leurs autres préoccupations. Pour le campus social, on est toujours pas sûr. D'ailleurs, on dit qu'il y a un conseil académique qui va il y a un conseil d'administration, autant pour moi, qui va s'organiser dans de bons délais. Et peut-être c'est dans ce conseil-là qu'on va décider de l'ouverture du campus. Les enseignants, depuis longtemps, sont disposés à enseigner. Moi, personnellement, sur toute la période, j'ai essayé d'aider à encadrer les étudiants pour qu'ils soutiennent et qu'ils partent, les gens qui étaient disposés à travailler. Pour moi, il faut ouvrir l'espace universitaire, que les gens étudient. Maintenant, aux étudiants de se débrouiller, de trouver des moyens pour vraiment assurer leurs conditions, le temps que le coup de sous ouvre, quoi, définitivement. Les inscriptions se poursuivent, les étudiants procèdent également à leur enrôlement pour l'obtention de la carte d'étudiant. En ce moment, les étudiants sont en train de faire les réclamations et les enrôlements qui concernent les dispositifs sécuritaires de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, on a eu à terminer notre année académique 2022-2023. Mais l'année académique 2023-2024 n'est pas encore effective. Cette année, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille 18 000 nouveaux bacheliers, un chiffre bien en deçà des 32 000 que l'institution accueille chaque année. Sous cet arbre en quête de fraîcheur, ce groupe d'étudiantes se repose et en profite pour réviser. Elles espèrent, comme de reste tous les étudiants, que le campus social sera bientôt ouvert. Nous allons dans le sud du pays, dans la région de Ziguinchor. Le directeur de l'environnement et des établissements classés était à Kafountine, dans le département de Bignona, pour s'enquérir des conséquences de l'érosion côtière. Par une visite guidée avec le maire de la commune, il a pu constater les dégâts de l'avancée de la mer. Michel Mendy. Des câbles et des conduites d'eau potable déterrées, des infrastructures détruites. À Kafountine, la pêche et le tourisme sont menacés par l'avancée de la mer. Chaque année, les vagues peuvent engloutir plus de 5 mètres de terre par endroit. Un phénomène inquiétant accéléré par des houles exceptionnelles notées ces dernières années. En moins de 2 mois, avec la houle pour ceux qui étaient là le 12 janvier passé. Et actuellement, aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de 5 mètres qui sont déjà dans l'intervalle, qui sont déjà engloutis. Et là où nous sommes là, il y a 10 ans derrière, on était pratiquement à 50 mètres ou 100 mètres du trait de côte de la mer. Donc la mer avance de façon vraiment très intense. Et c'est ce qui fait que vraiment tout le monde est inquiet présentement là où nous sommes. Voilà. Dans un contexte de changement climatique, il ne faudrait pas exclure qu'on ait régulièrement ces phénomènes climatiques extrêmes qui vont impacter négativement les infrastructures que nous avons sur la plage. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de prévoir ce que demain sera fait, surtout en matière de climat. Face à cette situation alarmante, certains font preuve d'ingéniosité avec les moyens du bord, mais pas suffisant pour arrêter l'avancée de la mer. La lutte demande beaucoup d'investissement. Vous avez vu, j'ai dit tout à l'heure que l'usine Dragonfish, on a mis en place un mur. Le mur est en train de se fissurer. Et c'est beaucoup de millions certainement qui ont été investis pour mettre en place ces infrastructures. On n'arrête pas la mer avec ses bras. C'est pourquoi il faut des données scientifiques fiables pour faire des propositions d'aménagement qui résistent au temps et à l'assaut des vagues. À Tchaoulène, nous avons mis en place une digue frontale. La digue frontale, c'est 750 mètres, ça nous a coûté presque 3 milliards. Les infrastructures qu'on a mis en place au niveau de Saly Portudal, c'est plus de 20 milliards. Si on devait aujourd'hui mettre en place des infrastructures ici, il faut estimer les coûts, faire les études techniques qui devraient nous permettre de nous assurer que les infrastructures de protection côtière que nous mettons en place
sont les infrastructures les mieux indiquées pour protéger le site. Le directeur de l'environnement, accompagné d'universitaires de Dakar et de Ziguinchor, est venu constater l'ampleur des dégâts. Après cette visite, des solutions idoines seront proposées aux autorités compétentes afin de protéger Kafountine. Le problème est là et il faudrait aujourd'hui qu'on trouve des solutions. On ne peut pas faire du colmatage ou de l'approximation. Il faut faire un suivi régulier, avoir toutes les données scientifiques qui permettent maintenant de choisir l'option de protection côtière la plus indiquée pour protéger les infrastructures qui sont au niveau de Kafountine. Et en le faisant, on protège la commune, on protège, n'est-ce pas, les activités qui constituent aujourd'hui le poumon économique de la commune. Aujourd'hui, sa visite, en tout cas, est très réconfortante pour la population et pour nous-mêmes. Et en tant que technicien, bras technique de l'État sur les questions environnementales, nous sommes plus que soulagés. Parce que c'est tout simplement ce qu'on attendait, que l'État du Sénégal réagisse. En attendant la mise en place d'ouvrages de protection à Kafountine, la menace qui guette le cimetière de naufragés et le lieu de recueillement de l'âge Omar Foutiyou Tall grandit de jour en jour. À l'occasion du carême, coup de projecteur ce matin sur le tribunal ecclésiastique. C'est une juridiction interdiocésaine basée à Thiès, créée en 2000. Elle couvre l'ensemble du pays et s'étend jusqu'à la Mauritanie. Quelle est sa mission, son fonctionnement, qui sont ses membres? Réponse dans cet élément de Koumba Diakhatemar. Il existe depuis 2000, mais peu connu du grand public. Et pourtant, le tribunal ecclésiastique interdiocésain de Thiès couvre l'ensemble des diocèses du Sénégal et de la Mauritanie. Chaque évêque doit avoir un tribunal dans son diocèse propre. Mais puisque dans le cadre du Sénégal, et d'autres cas bien entendu, quand il y a une carence de compétences ou bien quand les cas à traiter au niveau des tribunaux ne sont pas très nombreux, des évêques allient leurs forces pour créer ce qu'on appelle un tribunal interdiocésain. Et c'est le cas du Sénégal et de la Mauritanie. C'est l'évêque de ce diocèse, en la personne de Monseigneur André Gueye, qui en assure la modération. Dans ce tribunal, la justice est dite selon le droit de l'Église. C'est le code du droit canonique. C'est en latin et en français. D'accord. Donc, dans le code civil, on parle d'articles, d'alinéas et autres. Mais nous, on parle de canons et de paragraphes. Canon, c'est-à-dire article. Oui, c'est l'équivalent de l'article. Voilà. Oui, paragraphe, ça serait les alinéas. Ici, on a 1750 canons, bon, que l'on connaît, mais pas par cœur. Hein. Ah oui. On ne peut même pas. Ici sont traités tous les conflits ou litiges entre chrétiens, sauf les cas concernant les évêques. Parce que l'évêque ne peut pas être, il est le patron de son tribunal, donc il ne peut pas être juge et partie. Donc les cas liés aux évêques, s'il y en a, bon, heureusement qu'il n'y en a pas encore ici au Sénégal, hein, s'il y en a, normalement, sont des cas que le pape lui-même s'arroge. La plupart des cas jugés par le tribunal ecclésiastique sont liés au mariage. Par exemple, ce dossier Ndiaye Gueye, c'est un couple en conflit. Mais en fait, le premier patronyme, c'est toujours le patronyme de celui ou celle qui a introduit le dossier. Et l'autre, c'est l'ex. Et on est obligé de prendre contact même avec l'ex pour ficeler le dossier. Et avant que les couples n'arrivent ici, disons les conjoints séparés, souvent c'est parce qu'ils ont déjà fait leur affaire au niveau du civil, ils ont déjà obtenu le divorce. Et ici, à notre niveau, ce n'est pas une question de divorce. Parce que dans le langage de l'Église, dans le code de droit canonique que vous voyez là, le terme ou la terminologie divorce n'existe pas. Nous, au fait, quand on traite les dossiers de mariage, on parle de déclaration de nullité de mariage. Ça veut dire, nous, on remonte le cours du temps, parce que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle des empêchements d'agrément. Il y a aussi ce qu'on appelle le vice de consentement. Quelqu'un peut consentir et ne pas donner un vrai consentement. Et donc, nous, on remonte le cours du temps et on s'intéresse à ce moment précis. Il y a au total 4 avocats et 5 juges au tribunal ecclésiastique interdiocésain, sans compter les 25 auxiliaires répartis dans les différents diocèses. Le tribunal a 3 sessions par an, la première en janvier, la deuxième au mois d'avril et la dernière en juin.
Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous tous de votre attention. C'était tout pour ce matin. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans quelques instants, vous aurez rendez-vous avec Philomène Constance Diagne pour la version Wolof.